Je vais en fait vous parler effectivement de cette idée que classe-t-on, et j'avoue qu'il y a en partie en tout cas un jeu de mots sur l'idée de classer, parce que vous avez peut-être, vous êtes plus au fait d'un classement architectural, d'un classement administratif. Ici, l'idée de classement que je voulais traiter avec vous, c'est l'idée effectivement de ranger les lieux, ce qui à un moment a été la demande qui nous a été donnée par la ville de Charleroi et le diocèse de Tournai, qui conjointement s'intéressaient, mais j'y reviendrai dans un instant, à la façon dont les églises de Charleroi étaient utilisées, aussi bien du point de vue culturel que du point de vue cultuel. Et je vais essayer de suivre assez rapidement le petit plan que je vous propose ici. Alors, le point de départ, fin de compte, me semble-t-il, c'est de se remettre dans une perspective qui va rencontrer une bonne partie de ce qui a déjà été évoqué ce matin, mais qui le fait avec une vision ou un point de vue qui est peut-être un petit peu différent ou un petit peu latéralisé par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'ici. Alors, la vision, quelle est-elle? C'est une vision de sociologue. C'est une approche sociologique que je vous propose, et pas une approche ou administrative ou juridique ou simplement, même avec tout l'intérêt qu'elle peut avoir, de l'objet ou de l'architecture auquel on est confronté. En d'autres termes, le point de départ, c'est de prendre en compte déjà le contexte social et les contraintes institutionnelles auxquelles on est confronté. Alors ce contexte social, et là je pense que je ne vous apprends rien, dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de sécularisation. On a évoqué tout à l'heure la déchristianisation également, qui sont liés les uns aux autres, mais qui soulignent avant tout une disparition de l'usage traditionnel et aussi de la prégnance institutionnelle du fait religieux sur les consciences individuelles. Alors ça ne veut pas dire que le religieux disparaît. Ça veut dire que la forme qu'il prend évolue et que dès lors les outils qui sont offerts traditionnellement, et entre autres les lieux de culte, ne sont plus utilisés ou ne sont plus abordés par les gens de la même manière. Alors pour prendre un exemple, et on a cité cela il y a un instant, c'est un oxymoron que je trouve très amusant dans une perspective institutionnelle catholique, si j'ose dire. L'idée d'avoir un croyant non pratiquant. C'est un paradoxe. Ça n'existe pas, un croyant non pratiquant. Ce qui existe, c'est des croyants qui pratiquent autrement. Donc qui ont une pratique différente de celle que l'institution ou que la tradition attend de leur part. Mais se définir en tant que tel comme croyant non pratiquant, il y a un des deux termes qui pose problème. Soit on est non pratiquant et donc non croyant, soit on est croyant et donc pratiquant. La différence, c'est sur les types de pratiques. Maintenant, si nous nous intéressons à la fréquentation des lieux de culte, en tout cas à leur fréquentation hebdomadaire, lors des cultes, il est clair que les gens qui se définissent aujourd'hui comme croyants ne sont plus nécessairement pratiquants sous cette forme-là. Alors, je parlerai, ça fait un peu archéologique parce que j'y reviens dans un instant, la recherche a maintenant sur ce point quelques années, mais à la fin du siècle dernier, le taux de pratique affirmé en Belgique, enfin en communauté française ou en Wallonie, était inférieur à 10%. On était un peu au-delà de 9% de taux de pratique hebdomadaire. Quand on regarde le nombre de lieux de culte, et c'est effectivement une question qui a été posée presque dans tous les exposés jusqu'ici, il y a un problème, indiscutablement, il y a un problème de se dire que 9% de la population à peine utilise un espace qui est extrêmement grand, en fin de compte, l'ensemble de ces lieux mis bout à bout, c'est quand même une surface qui n'est pas négligeable. Alors, j'ai aussi tendance à souligner qu'il y a 10 ans, s'il n'y avait que, alors le que on le met entre guillemets ou en italique, c'est comme on veut, 9%, il y a peu d'activités hebdomadaires qui mobilisent pour autant 9% de la population d'un pays. Donc c'est évidemment beaucoup moins que ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans, ou beaucoup moins que ce qui se faisait il y a 2 siècles, à la fin du 19e siècle, mais
9% de 11 millions d'habitants, ça reste quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable, et c'est un fait de société qui équivaut bien à ces manifestations sportives auxquelles on peut être de temps en temps confronté. Alors, le dernier point qui me semble important lorsque on est effectivement dans cette approche sociologique, et c'est à ça que je vais tenter de donner le plus de place, c'est en fait que la démarche que nous avons est effectivement, dans ce contexte particulier, de s'intéresser aux personnes. Que font les gens lorsqu'ils vont dans un lieu de culte? Quand les gens vont-ils dans un lieu de culte? Jusqu'à un certain point, quelles émotions éprouvent-ils lorsqu'ils se trouvent dans un lieu de culte? Et si j'insiste sur cette dimension, c'est parce que, fin de compte, par rapport à ce qui nous a été évoqué jusqu'ici, sauf peut-être aux églises ouvertes, on est dans une perspective qui est relativement distincte. La question n'est plus de s'interroger sur un coût, la question n'est pas de s'interroger sur une fonction, la question est bien de s'interroger sur ce que les gens font de cela, et jusqu'à un certain point, peu importe que ces gens soient nombreux ou ne le soient pas. Alors, cette recherche que j'évoquais, elle a été menée, je vous le disais, à Charleroi. Et je vous le disais aussi, elle est le résultat d'une demande à la fois de la ville et du diocèse. Alors que la demande soit conjointe, j'imagine que vous comprenez aisément pourquoi, c'est des raisons légales qui louent nécessairement, et on l'a encore évoqué tout à l'heure, le civil et le religieux dans la gestion des lieux. Et en même temps, la question, en fin de compte, était assez différente, mais jusqu'à un certain point, nous ne l'avons compris qu'au cours de la recherche. La question générale était formulée à peu près de la même manière, et elle reposait sur l'idée d'une rationalisation des lieux. Comment, dans une ville comme Charleroi, qui est une ville en termes de bâti religieux extrêmement riche, qui est une ville en termes de classement architectural extrêmement important, je dirais que la majorité ou la totalité des bâtiments classés à Charleroi sont des églises. Charleroi est aussi, après Louvain-la-Neuve, la ville la plus récente de Belgique, donc il est compréhensible que les bâtiments les plus anciens soient effectivement les bâtiments religieux qui, eux, sont antérieurs à cette ville. Mais l'idée de rationalisation était, fin de compte, différente dans l'esprit de la municipalité et dans l'esprit du diocèse. Du côté de la municipalité, c'est effectivement, nous sommes contraints d'entretenir les lieux. Quels sont les lieux les plus attaqués? Quels sont les lieux où l'intervention doit être la plus importante d'un point de vue purement architectural? Et d'autre part, si on doit tenter d'en désaffecter l'un ou l'autre, c'est probablement les lieux dans lesquels l'attachement des gens est le moindre. Du côté du diocèse, et on ne l'a compris qu'au cours de la recherche, même si c'était à ce moment-là, ça devient une évidence éclairante, il y a simplement la difficulté de rendre cette quantité impressionnante de lieux, en fait je parle de 52 lieux de culte pour une ville comme Charleroi, même si c'est la plus grande ville de Wallonie et la deuxième municipalité de Belgique avec à l'époque un peu plus de 200 000 habitants, c'est malgré tout relativement important, d'autant que Charleroi a la réputation, et les enquêtes précédentes le confirmaient par ailleurs, d'être un des lieux où le taux de fréquentation des lieux de culte, ou en tout cas le taux dominical, est le plus faible, ou un des plus faibles, j'y reviendrai. Du côté religieux, c'était comment rendre tout ça vivant et comment arriver, fin de compte, à garder des lieux qui soient dynamiques. Alors comment nous y sommes-nous pris? C'est une recherche en 1998 qui va prendre toute une année. Donc on a effectivement du temps, ce qui est rare, et on a d'autant plus d'intérêt à le faire qu'en 1960, une autre équipe de sociologues de Louvain à l'époque, enfin à l'époque c'était Leuven même, avait mené une enquête assez similaire, même si les objectifs étaient différents, dans la même ville. Donc nous avions en plus, chose rare en sociologie, la capacité, pour une série de critères en tout cas, de comparer une situation géographiquement identique en tout cas à 40 ans d'écart. Alors, notre démarche va être globalement double. Une approche qui est réellement socio-anthropologique. Alors ça veut dire que globalement on va traîner autour des églises en rencontrant aussi les mêmes problèmes. À Charleroi peut-être plus qu'ailleurs, et il y a 10 ans déjà, les gens ne connaissent pas le nom
religieux de leur église, et j'y viendrai dans un instant, mais connaissent très bien le nom, j'allais dire vernaculaire, celui qui est donné par les proches, et ces noms sont différents, à Charleroi en tout cas, et en observant et en interrogeant les gens autour des lieux de culte. À ça, nous ajoutons aussi dans ce côté de démarche plus qualitative, pour simplifier, des entretiens beaucoup plus approfondis avec toute une série de personnalités qui nous semblent importantes par rapport à ces lieux de culte, c'est-à-dire la totalité du personnel élu de Charleroi et de la région, l'ensemble des prêtres en activité, c'est-à-dire en charge de messes dominicales, et une série de personnes renseignées soit par les politiques, soit par les prêtres qui nous sont stipulés comme étant importants par rapport à ces questions d'église. Et pour vous donner simplement un exemple, ça va des responsables des associations locales jusqu'aux anticléricaux patentés qui sont très actifs dans la paroisse ou dans la commune, ou au contraire aux mamans catéchistes ou aux responsables de fabriques d'église. Donc on rencontre une palette, si j'ose dire, relativement large de personnes qui vont au départ nous parler des lieux de culte, et à notre étonnement, et notre étonnement est surtout extrêmement important lorsque nous rencontrons les gens et qu'on réalise en fait des interviews autour des églises. On arrête les gens dans la rue avec bien sûr toutes les difficultés ou tous les problèmes que cela peut constituer, mais on rencontre des gens qui vont nous parler à propos des lieux de pratiques, de croyances, d'un vécu particulier. Alors à ça, on ajoute aussi toute une recherche documentaire, mais qui est probablement moins importante ou moins intéressante ici. Et le deuxième pilier important, qui est le côté quantitatif de notre démarche, va être d'effectuer un recensement dominical, c'est-à-dire à la fois un comptage, mais un comptage scrupuleux et pas une évaluation comme les prêtres sont appelés à le faire régulièrement, mais donc un recensement en dénombrant exactement le nombre de pratiquants un dimanche ordinaire. Je ne reviens pas sur la difficulté et sociologique et évidemment dogmatique de définir un dimanche ordinaire. Mais en plus de les compter, on leur distribue un formulaire et pendant une partie de la messe, ils se consacrent en fait à répondre à 4 pages de questions, ce qui suppose évidemment d'avoir eu un accord épiscopal, si j'ose dire. Alors ces chiffres précis nous donnent et renforcent un petit peu l'idée que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire d'une pratique qui est à Charleroi extrêmement faible. On était à 7200 pratiquants sur 205 000 habitants, ce qui fait, comme vous êtes fort en calcul mental, un tout petit peu plus de 3%. Donc 3% comparé au taux qui est administrativement le plus faible, qui était à Bruxelles à l'époque, avec 6%. Donc c'est 2 fois moins que Bruxelles. Avec une toute petite nuance, c'est que nous avons un recensement, c'est-à-dire qu'on a vraiment compté. On a vraiment compté les gens par rapport à une situation où, normalement, c'est une évaluation et on comprend parfaitement de la part d'un curé dont ce n'est pas l'activité, il n'est pas là pour compter tous ses paroissiens, même si les mauvaises langues peuvent dire qu'à certains moments ce n'est pas trop difficile, mais on est dans une situation où malgré tout l'idée c'est d'évaluer simplement. Donc notre comptage est probablement plus sévère que ne l'est l'évaluation. Alors c'est sur base de ces différents éléments qu'on va essayer de répondre à la question pratique qui nous était posée et qui était réellement de la part de la municipalité en tout cas, d'avoir un rangement des lieux de culte, fin de compte, du plus important au moins essentiel, pour dire les choses encore assez positivement. Et donc de faire un listage, un vrai classement au sens français du terme, de la première église à la 52e, puisque 52 églises étaient concernées. Alors 52 églises étaient concernées et en même temps, un petit bémol, dans le recensement dominical, nous avons été au-delà de ces 52 églises. On s'est en fait intéressé aux 72 lieux de culte catholiques de Charleroi pour la bonne et simple raison qu'il y a un effet de concurrence. Les gens, les pratiquants dominicaux, s'ils vont à la messe
une fois par semaine, n'y vont pas nécessairement dans plusieurs lieux de culte. Et donc, les lieux de culte, même privatifs, qui sont ouverts au public, eh bien, nécessairement, sont en concurrence, nous semble-t-il, avec les lieux, j'allais dire officiels, offrant le même service. L'idée étant évidemment que vous vous rendez, et je prends un exemple tout à fait théorique, mais une infirmière qui irait à la messe dans la chapelle de son hôpital ne va pas le lendemain matin, en rentrant après son service, retourner nécessairement à la messe dans l'église de son quartier. Donc l'idée était bien de comptabiliser la totalité, mais ce qui amène évidemment, et on pourrait aussi dire que du coup nous avons surévalué les pratiquants, puisque nous avons 20 églises, ou 20 lieux de culte en tout cas, en trop, si je puis me permettre cette expression. C'était, fin de compte, l'idée d'un patrimoine de pratique. C'est ce que les gens en font. Et donc, l'idée de patrimonialisation, en ce qui nous concernait dans cette recherche, ne portait pas évidemment exclusivement sur les églises classées au sens administratif du terme, mais en fait sur tous les lieux de culte qui permettaient à une foi de s'exprimer et à des individus de les fréquenter. Alors, ça nous amène en deuxième temps à l'idée du classement. Alors, là aussi, si on se donne un petit exercice intellectuel, c'est vrai que l'idée de classer, quelle que soit encore cette version du classement, c'est nécessairement l'expression d'une reconnaissance. On va reconnaître un espace que l'on veut classer. La question, en fin de compte, et c'est le deuxième petit point, c'est qu'est-ce qu'on veut lui reconnaître. Alors, me semble-t-il, la reconnaissance, elle porte là aussi tantôt sur le caractère exceptionnel du lieu auquel on est confronté, mais aussi dans un certain nombre de cas sur la banalité de ce lieu. Il est aussi intéressant de reconnaître, quand je dis banalité, je veux dire son caractère à la fois ne sortant pas d'un ordinaire extraordinaire, mais marquant de manière très claire cet ordinaire, et donc donnant aussi un élément d'histoire ou un élément de repère pour les générations futures, en voyant, en fin de compte, historiquement ou archéologiquement, comment les choses pouvaient être utilisées ou mises en œuvre dans un passé proche ou lointain. Et le dernier élément qui est important, c'est aussi de se demander si on classe un objet mort, d'un point de vue alors purement muséal, ce que j'ai dit, enfin ce que je résume sous l'idée de classer un état, ou s'intéresser à un usage et se dire, tiens, en fin de compte, c'est plutôt, si je reprends des catégories un peu bateau, mais un patrimoine immatériel qui est mis en œuvre dès lors, plutôt qu'un patrimoine purement physique. Alors évidemment, dans le travail qui nous intéressait, en relevant ou en essayant de classer, de ranger les lieux en fonction de leur intérêt, j'ai repris les termes de la commandite de l'époque qui était un intérêt social et culturel, eh bien, ce qui nous intéressait, c'était de donner une priorité à l'usage, de donner une priorité à ce que les gens font lorsqu'ils parlent d'une église ou lorsqu'ils vont dans une église. Et ça nous amène, en fin de compte, à ce que nous avons fait lorsque nous avons classé. Alors ici, pour être bien clair, j'ai substitué à l'idée de classer le rangement. On va effectivement ranger les lieux du plus important au moins important de ceux-ci. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer rapidement en revue ces différents indicateurs. En fait, nous avons développé 7 indicateurs distincts qui vont dans des directions parfois très très différentes. Alors dans ces 7 indicateurs, vous le constatez, il y a un indicateur qui est un indicateur plus qualitatif, qui repose, fin de compte, sur les quelques mois d'enquête, et après plusieurs indicateurs qui sont peut-être de moindre taille à chaque fois, mais qui ont un intérêt là aussi, qui reprennent des indicateurs quantitatifs qui sont, eux, extraits exclusivement du recensement dominical. Alors pour l'indicateur qualitatif, cet indicateur qualitatif, c'est évidemment la synthèse d'une multitude d'observations et d'une série d'éléments, dans lequel, je dois l'avouer, et pour des raisons de répartition, il y avait une enquête architecturale qui était menée de conserve. Cette enquête architecturale, elle, avait aussi pour but de lister toutes les activités culturelles au sens strict qui y étaient liées
à chacune des églises, à chacun des lieux de culte. Donc nous nous sommes simplement intéressés au fait, y a-t-il ou non autre chose que le culte dans telle ou telle église. Donc on n'a pas vraiment listé la totalité des activités, concerts, expositions qui peuvent être mis en œuvre. On a simplement, en fin de compte, eu un élément binaire, oui, il y en a, non, il n'y en a pas, mais qu'on intègre dans cette vision synthétique du qualitatif. Mais ce qui nous intéressait beaucoup dans le qualitatif, c'était la manière dont les gens nous avaient reçus autour des églises, et la manière dont les églises, et c'est vrai que l'abord des églises elles-mêmes est important. Et on a constaté de cette manière-là qu'il y a une grosse différence, alors c'est une évidence qui a été soulignée il y a un instant d'ailleurs, une différence gigantesque entre des églises qui sont ouvertes et des églises qui sont fermées. Et ce que nous avions constaté aussi à Charleroi, c'est que de manière assez majoritaire, les églises fermées étaient des églises, et c'est peut-être paradoxal, mais des églises de quartier, des églises qui étaient, en fin de compte, plus résidentielles, et dans lesquelles, effectivement, on pouvait, à la rigueur, imaginer que leur fermeture était en partie liée au fait qu'en journée, il n'y avait pas grand monde qui traînait autour de ces églises. Et inversement, les églises ouvertes étaient, on avait appelé cela à l'époque des quartiers nodaux, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels il y a du passage, dans lesquels des individus se croisent et des gens sont toujours présents sur les trottoirs ou dans les rues. Et par rapport à ça, ce qui nous a aussi interpellés, fin de compte, c'est on a tenté dans ces quartiers où les églises étaient ouvertes d'estimer le nombre de personnes qui visitaient les églises, qui rentraient dans une église et qui faisaient quelque chose. Et on a tenté aussi d'en interroger un certain nombre. Ces visiteurs, alors on est à Charleroi, il faut aussi rester relativement objectif, on ne peut pas dire que ce soit essentiellement des touristes venant du reste du monde. On est dans une situation où ces gens vont dans les églises pour y trouver quelque chose. En d'autres termes, ce n'est pas, tiens, il y a une église ouverte, je ne connais pas, je vais aller jeter un coup d'œil. Non, c'est un acte délibéré où les gens vont y chercher quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'été 98, il n'y faisait pas vraiment mauvais. Certains nous disaient simplement qu'ils allaient y chercher de la fraîcheur. Parce que l'église est un lieu, quand il fait chaud dehors, en tout cas quand il fait froid dehors, c'est plus discutable, mais quand il fait chaud dehors, c'est un lieu agréable, frais, ventilé, dans lequel on se sent bien. Alors, à la fois, on peut trouver ça un petit peu choquant que les gens confondent église et glacière, si j'ose dire, mais en même temps, il y a un intérêt dans le côté, mais ils en font quelque chose, ils se la réapproprient d'une certaine manière. Mais beaucoup, au contraire, avaient un discours beaucoup plus structuré en nous expliquant, et je prends un exemple de mémoire, qu'en fait, on peut y retrouver une sérénité, un calme, qui vous coupe du reste du monde. Et les gens expliquaient, ben oui, enfin, un certain nombre de personnes en tout cas nous expliquaient, ben, j'essaie d'y aller 1 ou 2 fois par semaine et ça fait une rupture dans mon quotidien. Et fin de compte, c'est un petit peu l'idée que vous évoquiez il y a un instant, ben, une fois qu'on y est, fin de compte, on s'y installe, la seule chose qu'on peut faire, même si elle n'est pas toujours très accueillante, mais c'est d'y prier, ou en tout cas de rentrer en méditation, à tout le moins. Et puis il y avait évidemment une série d'individus, ou plus exactement de pratiquants à ce moment-là, et de pratiquants au sens fort, qui profitent de l'ouverture de l'Église pour, là aussi, avoir une dévotion ou une activité particulière. Donc, premier élément qui est vraiment important, c'est l'ouverture des églises et son insertion, en fin de compte, dans un tissu particulier. Alors, ce qui nous a aussi frappé dans le qualitatif, c'est la façon dont les gens s'appropriaient l'église comme étant un élément du quartier. Alors, c'est probablement pas totalement exportable. Je pense que c'est une situation qui est assez propre aussi à Charleroi. Je l'évoquais il y a un instant. Effectivement, à Charleroi, les gens ne connaissent pas le nom, ou très rarement en tout cas. Enfin, quand je dis très rarement, c'est pour très peu d'églises connaissent le nom religieux de l'église. Le nom de l'église disparaît en fait derrière le nom du quartier. Les églises de Charleroi sont adoptées en quelque sorte par leur quartier. Et le saint patron disparaît en général au profit du lieu lui-même. Par exemple, j'ai cherché très longtemps l'église de Saint-Pierre, mais j'ai rapidement trouvé l'église de la Docherie. Donc,
quand on demande, quand on sait ce qu'il faut demander, les gens savent exactement où les choses sont. Quand on leur dit, et pour vous raconter, à la Dogerie, il y a une chapelle un peu excentrée, effectivement, j'ai été tout à fait confronté à ce qu'on a évoqué. J'ai demandé à un passant, enfin il passait pas, il était assis en face de l'église sur le pas de sa porte, donc à mon avis, il devait quand même connaître un peu si c'était bien l'église de Saint-Pierre, mais... ce qui était une réponse assez précise, fin de compte. Donc, et c'était pas celle-là, par ailleurs. Donc on est dans une situation où il y a malgré tout une réappropriation. Et une réappropriation qui est tout à fait paradoxale, puisque jusqu'à un certain point, ce qui est le symbole des différents quartiers de Charleroi, ce sont ces différentes églises. La ville est sécularisée, déchristianisée, elle a un taux de pratique extrêmement faible, mais les gens, dans les quartiers, se reconnaissent avant tout à leur église. Alors quand on disait que l'église est au milieu du village, il est aussi au milieu des quartiers dans les villes. C'est un élément qui est important. Et dernier point, c'est que faire des églises? Parce qu'effectivement, quand on demande aux gens, tiens, ben, on est bien d'accord, il y a une église, mais est-ce qu'il y a des gens qui y vont? Les réponses, quand l'église est fermée, sont généralement non. On demande aussi, tiens, est-ce qu'il y a une messe? Je ne sais pas. Donc, on ne peut pas dire que la motivation soit première. Et en même temps, par rapport à ça, la réponse est aussi, je ne sais pas s'il y a une messe, mais n'y aurait-il qu'une messe avec un pratiquant? Il faut qu'elle reste. En d'autres termes, et quand on creusait un peu, on se rendait compte aussi dans cette approche qualitative que le rapport à l'Église est le rapport à un espace public qui rend des services au public et qui est une vision qui se veut en quelque sorte désintéressée. Le service au public ne se compte pas en quantité de public, il se compte en quantité ou en qualité de service. Peu de services à peu de monde, ça ne change rien, c'est un service au public. Et quand on discute avec les gens de cette manière-là, ou en tout cas, je relativise, c'était quand même il y a 13 ou 14 ans, presque maintenant, quand on discute avec les gens, ils vous disent, oui, non, mais c'est important, il faut que ça reste un lieu de culte, ou alors que ça devienne quelque chose de public. Alors évidemment, j'imagine qu'on peut réaffecter, et si j'ai bien saisi, c'est une des questions de cet après-midi des lieux de culte. Quand vous avez, comme à Charleroi, 52 lieux de culte, on ne peut pas les réaffecter tous. Et dans une ville de Charleroi, on n'a pas besoin dans chacun de ces quartiers d'une nouvelle bibliothèque, d'un nouveau centre culturel ou d'un nouvel espace public. Donc l'idée de la réaffectation est toujours aussi problématique quand on est dans une situation, en fin de compte, j'allais dire de trop-plein. La situation est toute différente si on est dans une église de village qu'on veut réaffecter que lorsque l'on est dans une situation où il y a, en fin de compte, entre les lieux éventuellement à réaffecter, une telle concurrence puisqu'ils sont si nombreux. Et dans le même temps, en termes de réaffectation, lorsqu'on parle de réaffectation religieuse, c'est moins, l'enthousiasme est moins clair, on va dire. C'est-à-dire que les gens sont, même les non-pratiquants, surtout même les non-pratiquants, sont assez d'accord pour y laisser les cathos, mais y mettre autre chose, c'est plus problématique. Donc un autre culte, c'est autre chose. Alors c'est autre chose parce qu'on se l'imagine autrement, parce qu'en plus, il faut être objectif, avoir 6% de taux de pratique, c'est assez intéressant, ça permet d'avoir une pratique invisible. Les gens ne sont pas dérangés par les pratiquants catholiques, tandis que si vous y mettez une église du réveil protestant, il est clair que ça va bouger. Et qu'il y aura dans le quartier aussi toute une série d'autres effets qui peuvent être jugés désagréables par les riverains. Alors les indicateurs quantitatifs, je vais peut-être être rapide sur ces indicateurs-là, simplement en attirant votre attention sur leur pluralité. Il y a 6 indicateurs qui sont distincts et qui vont dans des sens extrêmement différents parce que nous ne voulions pas avoir une seule orientation, une seule direction. Alors je prends deux exemples contradictoires en quelque sorte, mais je vais prendre le 4e, l'attractivité locale, ce qu'on a appelé l'indice de concentration. L'indice de concentration, en fin de compte, c'est simplement le rapport entre le taux de pratique de l'Église, c'est-à-dire le rapport entre la paroisse et le nombre de pratiquants, et le taux de pratique dans Charleroi. Et donc, en d'autres termes, si vous avez une église qui a un taux de pratique de 3%, comme c'est le cas à Charleroi, elle est dans la moyenne. Si elle a un taux de pratique supérieur à 3%, elle est au-delà. Si elle a un taux de pratique inférieur, elle est en deçà. Alors,
c'est sûr, il y a des églises à Charleroi qui avaient des taux de pratique, ou qui ont des taux de pratique extrêmement importants, qui atteignent, ou en tout cas qui dépassent les 15%. Alors c'est des situations qui parfois sont tout à fait exceptionnelles, parce que la paroisse est très petite et l'église extrêmement attractive. Si vous connaissez un petit peu Charleroi, vous voyez que je parle de l'église Sainte-Rita, celle des Causes désespérées, qui est au milieu, et c'est assez désespérant, d'un espace industriel. Donc effectivement, la paroisse, en termes d'habitants, est assez faible, et cette chapelle, par contre, voit un pèlerinage quasi hebdomadaire, donc évidemment, il y a du monde. Ça fait monter le taux de pratique, peut-être un petit peu artificiellement. Mais vous avez aussi des églises dans lesquelles on compte les pratiquants et une seule main suffit, ou à peu près. Donc on est avec des écarts qui sont très importants. Alors l'idée de cet indice-là, c'est de survaloriser évidemment les églises qui sont attractives, qui amènent du monde. Par contre, et on a fait l'inverse, on s'est intéressé, c'est le cinquième, donc le suivant, à la proportion de pratiquants âgés. Alors les pratiquants âgés sont assez âgés. C'est-à-dire que c'est les plus de 70 ans. Alors pourquoi est-ce que nous avons pris cette catégorie? Parce que de manière en fait étonnante, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais ce sont les plus présents. Alors je dis étonnante parce que, en tout cas en y arrivant, moi j'étais convaincu que dans les églises, effectivement, c'était plutôt des têtes blanches que des têtes blondes, mais en même temps, les statistiques historiques nous montrent que c'est un fait récent, très récent. Et donc là, on a par contre des taux de pratique chez les plus de 70 ans qui avoisinent les 20%, donc c'est assez massif. Et forcément, ce ne sont pas les mêmes lieux de culte. Et, fin de compte, les taux de pratique des personnes plus âgées, c'est un taux de pratique de proximité qui met en évidence une église proche, alors que le taux d'attractivité, c'est éventuellement des gens qui peuvent venir de très loin. Alors, le dernier élément, le rangement global, effectivement, on est arrivé, fin de compte, à ranger les lieux du premier au dernier, en les regroupant dans 3 classes particulières, mais tout ça, c'est de la popote statistique sur laquelle je ne reviens pas. Alors, juste pour conclure, et je ne vais évidemment pas tout évoquer ici, j'ai déjà évoqué d'ailleurs pas mal de choses, un des éléments qui nous a le plus frappé, fin de compte, c'est que dans cet univers de sécularisation, le glissement se faisait de l'église institution à l'église bâtiment. Et que de manière tout à fait paradoxale, en tout cas à nos propres yeux, les plus attachés au bâtiment étaient ceux qui étaient les individus les plus éloignés de l'institution. Il y avait vraiment cette caractéristique tout à fait étonnante que plus on était éloigné de l'église-institution, plus le bâtiment-église avait de l'importance. Et inversement. Donc on a vraiment une césure qui est tout à fait paradoxale avec, fin de compte, les bénéficiaires, l'église, le culte, qui n'est pas tellement attaché à ces bâtiments. Et à l'inverse, le civil, parfois très anti-religieux ou anticlérical, qui au contraire, lui, est très attaché à ces lieux. Voilà, il y avait plein d'autres choses à dire, mais je me propose de m'arrêter ici. Merci beaucoup.